je vais vous parler du débat public en rappelant d'abord tout son historique. Quels sont les fondements du débat public, qui est une procédure particulière à la France. Ça n'existe qu'en France. Ailleurs, il y a différentes modes de concertation, on pourra en parler, mais il n'y a pas de débat public tel que nous l'organisons en France. Tout a commencé à Rio, au sommet de la Terre. À la suite du sommet de la Terre, il a été arrêté un certain nombre de principes, dont le principe numéro 10, touchant à l'environnement. Et ce principe numéro 10 disait « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations que détiennent les autorités publiques et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. » Donc dans le débat public, il s'agit de faire participer autant de citoyens que possible à l'élaboration d'une décision ayant une conséquence sur l'environnement. Bien sûr, le principe numéro 10 de Rio n'avait aucune valeur contraignante. Les contraintes sont venues après. En France, la première application du principe numéro 10 de Rio est la loi Barnier, dont je vais vous rappeler les éléments. Loi Barnier du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement. Alors, cette loi, comment dirais-je, n'était pas à ce moment-là dans le Code de l'environnement, mais dans le Code rural. Et l'article 1 de cette loi disait « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise, enfin je vous rappelle, à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elle s'inspire dans le cadre des lois qui en définissent la portée des principes suivants. Alors vous en connaissez déjà quelques-uns, mais c'est la première fois que le principe de participation a eu valeur législative. Le principe de précaution, je ne reviens pas dessus, vous le connaissez. Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement supportable. Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Enfin, et c'est l'ajout tout à fait nouveau, le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Je pense que je ne sais pas très bien ce que ça vient faire là, mais peu importe. Ainsi, le principe de participation est apparu donc dès 1995. Ce principe va être consacré sur le plan international par la Convention d'Aarhus. Alors, la Convention d'Aarhus est une convention prise par les 35 pays membres de la Commission européenne des Nations Unies. Elle s'est passée en 1998 à Aarhus. Aarhus est une ville du Danemark. Et ce traité, qui a été ratifié après par la France, a plusieurs articles, bien sûr, dont le premier est « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice,
et à des activités en matière d'environnement. L'article 6 de cette convention d'Aarhus traite de la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières. Et là, il y a toute une liste qui sera partiellement reprise en France. Et l'article 7, participation du public en ce qui concerne les plans, les programmes et les politiques relatives à l'environnement. Aarhus a tout jeté. Et après, on n'a fait qu'appliquer Aarhus, mais avec le temps, vous allez voir. Bon, Aarhus a été pris tel quel par une directive européenne, c'est la copie conforme, donc la directive européenne n'ajoute rien de mieux. Il s'agit de la directive 2003-35-CE du Parlement et du Conseil en date du 26 mai 2003. Et cette directive commence par « La présente directive vise à contribuer à la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention d'Aarhus ». Donc la nouveauté d'Aarhus par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est non seulement s'intéresser à des projets, c'est-à-dire à des opérations pratiques, par exemple l'incidence sur l'environnement de la construction d'une autoroute, mais aussi à des plans, des programmes et des politiques. Alors une première notion de ces plans, programmes et politiques est apparue en France avec la loi de février 2003 relative à la démocratie de proximité. Mais avant de venir à la loi de février 2002, je voudrais rappeler comment fonctionnait la Commission nationale du débat public instituée par la loi Barnier. Cette commission comprenait 18 membres, mais elle n'était pas indépendante ni autonome. Les projets qui lui étaient soumis, pour savoir si elle organisait ou pas un débat public, lui étaient soumis par le ministre de l'Environnement. Donc il y a eu assez peu de projets qui ont été soumis à la Commission nationale du débat public entre 1995 et 2002. Il était prévu une liste d'opérations pouvant être soumises donc à la Commission. Et je vais vous rappeler quelles sont ces opérations. C'est grosso modo tous les équipements linéaires. Vous les connaissez. Il s'agit de la création d'autoroutes, de routes express et de routes à 2x2 voies, élargissement d'une route existante, création de lignes ferroviaires, création de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants, création ou extension d'infrastructures portuaires, création ou extension d'infrastructures aéroportuaires, création de lignes électriques, création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, création d'une installation nucléaire de base. J'ai eu la chance, si je puis dire, entre 2008 et 2013, quand j'ai présidé la commission, d'avoir des débats, d'organiser des débats sur l'ensemble de ces sujets. Donc on pourra tout à l'heure les détailler. La loi Barnier prévoyait que le débat public durait 4 mois et qu'il était animé par une commission particulière de 5 à 7 membres et que le débat était basé sur un dossier transmis par le porteur de projet. Ceci est donc la base de la Commission nationale du débat public telle qu'il était instituée par la loi du 2 février 1995. On a porté quelques critiques au fonctionnement de cette première procédure. D'abord parce qu'elle était rare. Deuxièmement parce que la Commission nationale n'était pas indépendante et qu'en gros, elle était aux ordres du ministre. Et que les projets qui lui ont été soumis étaient des projets qui avaient déjà été soit décidés, soit triés.
L'un des débats faits par la Commission à ce moment-là, et qui a laissé quelques traces, était le débat sur la recherche d'un lieu pour le 3e aéroport parisien. Alors, certains d'entre vous doivent s'en souvenir. Hein, il y a eu un débat qui le prévoyait, entre autres, près de Chartres, en Beauce. Et ce débat dans lequel le président, qui est animé d'ailleurs par le président de la Commission, le président s'est beaucoup engagé dans le dossier, trop. Il n'a pas gardé assez de neutralité, ce qui fait que dans la loi qui suit, il est prévu que le président de la Commission nationale des débats publics n'anime aucun débat. Il est le recours, entrer dans le détail, qui anime le débat avec un président de la commission particulière. Sur la base de certaines critiques, le législateur a repris effectivement son travail et la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a créé la commission telle qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. La commission a été élargie à 21 membres et est érigée en autorité administrative indépendante. J'insiste sur le fait, effectivement, ce caractère indépendant, c'est que depuis qu'elle est érigée en autorité indépendante, la commission ne dépend d'aucun ministère, là, surtout des rapports avec le ministère de l'Environnement ou des rapports avec le ministère de l'Équipement, mais elle ne dépend d'aucun ministre. Et c'est donc en toute indépendance qu'elle décide si elle organise ou non un débat. Alors, la loi actuelle précise le rôle de la Commission nationale dans ces termes. C'est l'article L121.1 du Code de l'environnement. La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. C'est la liste que je vous ai lue tout à l'heure, qui a été reprise telle qu'elle, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement, l'aménagement du territoire. La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Dans ce texte apparaissent pour la première fois les projets privés. Dans le cadre de la loi Barnier, c'était uniquement les projets de l'État. Là, on voit apparaître les projets privés, mais aussi les projets des collectivités locales. Dans les opérations, la loi actuelle prévoit à la fois un seuil technique et un seuil financier. Alors, grosso modo, le seuil financier, c'est 300 millions d'euros. Donc, pour tous les projets qui répondent, à la liste que je vous ai lu tout à l'heure, et dont le coût s'élève à plus de 300 millions d'euros, la saisine de la Commission nationale du débat public par le porteur de projet est obligatoire. J'insiste, elle est obligatoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui ferait un projet de cette nature, normalement, serait naturellement bloqué au niveau de l'enquête publique, puisqu'il y aurait, dès le départ, un vice de forme. C'est déjà arrivé une fois. Lorsqu'elle est saisie, la Commission a plusieurs choix. Organiser un débat public,
recommander une concertation classée. Grosso modo, sur 10 projets qui lui sont soumis, 5 font l'objet d'un débat public, ça c'est en moyenne, 2 à 3 d'une concertation recommandée, et les 2 ou 3 restants sont classés sans suite. Alors, pour motiver sa décision, car la décision de la Commission nationale du débat public a fait l'objet d'une décision motivée et publiée au journal officiel, la Commission suit un certain nombre de critères. Bon, le problème, c'est de savoir effectivement si le projet a de forts enjeux socio-économiques. Savoir ensuite s'il a des impacts significatifs sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire. Ce qui fait qu'à chaque fois que la Commission est saisie, à l'aune de ces 2 critères, ou 3 critères sur l'aménagement du territoire, la Commission est amenée à prendre un avis. Jusqu'ici, aucun des avis pris par la Commission nationale, enfin aucune des décisions d'organiser ou de ne pas organiser un débat public n'a fait l'objet d'un contentieux. Le débat porte, bien sûr, sur les caractéristiques essentielles du projet, mais porte d'abord, et c'est le point majeur de la loi de février 2002, sur l'opportunité. C'est la première question qui sera posée à l'occasion du débat. Ce projet est-il nécessaire ou pas ? C'est une question difficile qui est rarement entièrement traitée sur le fond, puisque à l'occasion du débat, où il y a une confrontation entre le public et le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le porteur de projet, l'opportunité, c'est un peu, comment dirais-je, la question de fond pour le maître d'ouvrage. S'il a un projet, c'est parce qu'il compte le faire. Et donc il fera tout, effectivement, pour expliquer que ce projet est opportun. Si le public vient, c'est que le public espère, à l'occasion du débat, pouvoir, à défaut de rejeter le projet, du moins de l'améliorer ou de le changer. Grosso modo, en moyenne, un tiers des projets est modifié par le débat public. Alors, je vous rappelle, dans l'ordre, parce qu'on dit toujours qu'un débat public, c'est long. C'est vrai, ça, c'est long. Lorsque quelqu'un a un projet, avec saisine obligatoire de la Commission, donc il saisit la Commission. La Commission a un délai de 2 mois pour prendre une décision. Passé ce délai, il n'y a pas de débat. Il faut après préparer le dossier qui sera soumis au débat. Et en général, il faut 6 mois pour préparer un bon dossier. S'assurer qu'il est sincère et honnête. Donc, dès que la Commission décide d'organiser un débat public sur un projet, elle nomme quasiment dans la foulée une commission particulière pour ce débat particulier, laquelle, pendant les 6 mois, sera auprès du maître d'ouvrage pour s'assurer que l'information est sincère, qu'elle est totale, poser toutes les questions, modifier, s'il le faut, le dossier tel que le maître d'ouvrage voulait le faire. Et une fois que ce travail est terminé, le dossier passe devant la Commission nationale du débat public
qui considère ou ne considère pas que le dossier est suffisamment complet pour être soumis au débat. Si elle considère que le dossier est complet, la procédure continue. Si elle considère que le dossier n'est pas assez complet, elle rentre une nouvelle négociation avec le maître d'ouvrage pour s'assurer d'un dossier complet. Et c'est dans la loi, c'est la responsabilité de la Commission nationale du débat public d'assurer, enfin de faire en sorte que le public soit saisi d'un dossier véritable, sincère. Une fois que le dossier est fait, le débat commence. Le débat dure 4 mois. Et est animé par la commission particulière. Le débat fait l'objet d'un certain nombre de réunions publiques, une dizaine environ par projet. Et dans ces réunions publiques, il y a soit des réunions générales qui présentent l'ensemble du projet, soit des réunions thématiques sur tel ou tel point critique du projet. Oui, monsieur, oui. Est-ce que sur le dossier, il y a des critères de simplicité, d'accessibilité au grand public dans les termes? Dans la commission nationale, vous avez, enfin, je vous lirai tout à l'heure, l'ensemble des participants. Dedans, il y a très peu de gens qui soient vraiment très techniques. Donc, si ce n'est pas compréhensible pour la moitié des membres de la commission, le dossier est refusé net. Il faut qu'il soit lisible. Lisible par n'importe quelle personne qui va participer au débat. Donc, en général, c'est écrit en bon français. Il y en a un, on pourra tout à l'heure revenir sur le sujet. Lorsqu'on a fait le débat public sur les nanotechnologies, ce dossier-là, dans son premier chapitre, explique très bien ce que sont les nanotechnologies. C'est simple, clair. Le problème, c'est quand on rentre dans les détails, en général, on perd un peu le fil. C'est très simple à lire, c'est beaucoup plus compliqué ensuite. Surtout qu'il y avait, si je me souviens bien, dans le, comment dirais-je, dans le dossier, toute une page sur le microscope électronique avec l'électron qui passe de l'autre côté. On ne sait pas très bien comment il passe là. Bon, ça, les gens avaient du mal à comprendre, et je comprends très bien. Là. Mais de manière générale, il est lisible et compréhensible pour un non-technicien ou quelqu'un qui n'est pas du tout, comment dirais-je, formé au sujet. C'est un problème, par contre, qui est un peu contourné lorsqu'on ne fait pas un débat public, mais lorsqu'on fait un jury, ce qu'on appelle les jurys citoyens. Il y a eu un jury citoyen pour le site de Bure, le centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, en Haute-Marne. Et il y a eu, sur les nanotechnologies, pendant que se déroulait le débat, il y avait en même temps, en parallèle, à titre expérimental, un jury citoyen. Dans le jury citoyen, on choisit les membres, il y en a une bonne quinzaine, en fonction d'un échantillon. En général, c'est fait par l'INSEE, qui choisit des personnes, effectivement, qui sont représentatives de la population française. On les forme sur le sujet pendant 2 ou 3 réunions, et ensuite, on les laisse débattre. Et l'expérience montre que, selon cette formule, on approche quasiment aux mêmes conclusions qu'à la suite d'un débat. Dans le nord de l'Europe, c'est surtout ce système qui est employé. En France, vous savez qu'on est tous jaloux de notre liberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne donne pas la parole, on a l'impression qu'on nous l'enlève. L'avantage du débat public, c'est pour ça que c'est très français, c'est que tout le monde a vocation à y participer. On vient ou on ne vient pas, mais on a vocation à venir. Donc on ne pouvait pas dire après, se plaindre en disant cette décision s'est faite sans moi. Le problème, et on pourra l'évoquer plus tard, le problème c'est de faire venir les gens. Dans une réunion publique, en général, il y a 300 à 400 personnes quand ça marche bien. Ce qui fait que sur un débat, il y a quoi, 3000 personnes qui participent réellement. Il n'y a eu que le débat sur le réseau de transport du grand public de Paris,
qui était un débat tout à fait à part. D'ailleurs, il a fait l'objet d'une loi particulière. Et là, il y a eu plus de 18 000 participants et 63 réunions. Donc on pourra revenir sur un exemple, parce que ça, c'est un exemple qui a bien marché. Et à la suite de ce débat, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui correspondaient tout à fait à ce qui était ressorti du débat. Donc je reviens sur la procédure, avant de revenir sur des exemples plus concrets. La commission particulière donc, anime un débat pendant 4 mois. À la suite de ces 4 mois, la commission particulière établit le compte-rendu du débat. En général, c'est un document qui fait 80 pages. Et le président de la Commission nationale du débat public, lui, établit un bilan du débat, c'est-à-dire savoir effectivement s'il a fonctionné, quels étaient effectivement les grands arguments entendus, enfin une synthèse. Et ces documents sont rendus publics. La force du débat public, c'est que tout est public. Une fois ces documents rendus publics, alors si on regarde les mois, il y a déjà eu 2 mois de saisine, 6 mois de préparation, 4 mois de débat, on est déjà à 1 an et 2 mois. Après, vous avez les 2 mois pour établir les bilans, déjà à 14 mois. Et la loi oblige le porteur de projet, enfin le maître d'ouvrage, dans une publication, elle aussi motivée, dire s'il poursuit ou ne poursuit pas son projet, s'il le poursuit comment, pour tenir compte des enseignements du débat. Alors ça, c'est un exercice difficile, car là aussi, c'est publié, c'est public. Et très souvent, donc, à l'occasion de cette prise de décision, le maître d'ouvrage s'engage à un certain nombre de choses. Et là aussi, après, il est obligé d'en tenir compte et de le faire. Car tout ce qui a été dit au débat public, donc le bilan, le compte-rendu, la décision du maître d'ouvrage, se retrouveront plus tard dans le dossier d'enquête publique. Oui ? Alors, justement, cet engagement, à savoir s'il dit que je vais améliorer telle et telle chose et finalement, c'est pas fait derrière parce que ça peut être retranché, notamment juridiquement. Alors non, tout le débat public n'est pas un acte administratif. L'acte administratif, il va arriver avec l'enquête publique. Il y aura un avis de la commission enquêteur qui lit un peu la suite de celui qui va autoriser. Là, non. C'est une décision, elle est... Comment dirais-je ? Le maître d'ouvrage est obligé de prendre une décision, il la motive, il la publie. Bon, après, si vous tenez, en général, on ne va pas très loin lorsqu'on, comment dirais-je, on fait le contraire de ce qu'on a dit qu'on ferait. Parce qu'on va retrouver ces gens, ne serait-ce qu'au moment de l'enquête publique. Et il faut généralement, entre le débat public et le projet, se passe 4 à 5 ans. Et la loi prévoit d'ailleurs que s'il ne se passe rien pendant les 5 ans, c'est-à-dire si l'enquête publique n'a pas commencé dans les 5 ans qui suivent le débat public, la Commission nationale peut décider d'un autre débat public. Bon, en général, on ne le fait pas, parce que il y a eu d'autres méthodes de trouver. Il a été reproché à cette loi de février 2002, qui était quand même un pas en avant, le fait d'ériger la commission en autorité indépendante. Il a été reproché donc à cette loi de mobiliser le public pendant le débat, jusqu'à la décision du maître d'ouvrage, et de ne rien faire ensuite jusqu'à l'enquête publique. Et très souvent, pendant les réunions publiques, disait effectivement, c'est très bien, aujourd'hui vous nous mobilisez, vous nous écoutez, demain vous ne nous connaissez plus. Et c'est à ce moment-là que vous allez préciser le projet. Car lorsque
le projet est soumis, comment dirais-je, au débat public, il n'est pas encore ficelé. Hein, c'est au niveau des études préliminaires. Par exemple, lorsqu'on soumet, comment dirais-je, à débat public une ligne ferroviaire, ce n'est pas dans le détail, c'est grosso modo dans tel ou tel faisceau. Alors qu'à l'enquête publique, la ligne sera tout à fait définie et on saura effectivement sur quelle propriété elle passera. En fait, c'est différent comme approche. Pour parler de l'opportunité, on n'a pas besoin effectivement de savoir exactement où elle passe, la ligne. Ça, c'est 4-5 ans après. Donc, on reprochait à la loi de février 2002 de ne pas organiser de suite. Alors, c'est arrivé après le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, bon, s'est saisi, bien sûr, du débat public, a augmenté le nombre des membres de 21 à 25. Donc, on est passé de 18 Barnier à 21 loi de proximité, maintenant à 25, un véritable parlement. Pourquoi? C'était pour retrouver les 5 collèges. Les 5 collèges dans lesquels il y a des élus, il y a l'État, il y a les associations, les syndicats, ce qui n'existait pas avant, ainsi que des représentants d'entreprises. Alors, la commission, aujourd'hui, telle qu'elle est constituée depuis Grenelle, comporte un député, un sénateur, c'est d'ailleurs une sénatrice aujourd'hui, deux conseillers régionaux, deux conseillers départementaux, un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour des comptes, un membre en général de la Cour de cassation, ça c'est pour l'ordre judiciaire, et ainsi qu'un représentant des juges administratifs. En général, c'est un ancien président de tribunal administratif. Bien sûr, parmi les élus, j'ai oublié de dire, enfin, il y a 2 maires, hein, bien sûr, c'est la moindre des choses. Des associations de protection de l'environnement agréées, c'est-à-dire pour l'instant, il y en a 2. Un représentant d'une association d'usagers, un représentant d'une association de consommateurs, 2 syndicalistes, 2 représentants d'entreprises, dont un représentant une entreprise agricole. Quand on regarde les débats de la loi Grenelle, c'est à l'Assemblée nationale où, s'inquiétant un peu du fait que la terre agricole disparaissait peu à peu avec le temps, à cause des grands projets, a souhaité que dans la commission, il y ait effectivement quelqu'un du monde agricole. Il y a un président et 2 vice-présidents nommés par décret du président de la République. Et 2 personnes qualifiées, alors, recomptées, ça doit faire 25. Enfin, ça devrait faire 25. Oui. Il n'y a pas d'ingénieur, un IAE ou quelque chose comme ça. Non. On travaille beaucoup en rapport avec l'autorité environnementale. Moi, quand j'y étais, il y avait un de vos grands anciens, là, Michel Badret, avec qui on travaillait en confiance, parce qu'au moins, il avait effectivement un œil d'ingénieur. Nous, on regarde, c'est fait exprès. La commission, par essence, n'est pas technique. Dedans, il y a des gens, d'ailleurs, qui n'ont aucune compétence d'ingénieur, enfin, ou de technicien, là. C'est fait pour. Car pour lire le dossier et le comprendre, si eux ne le comprennent pas, c'est pas la peine, ça ne va pas plus loin.
Par contre, ce qu'on leur demande, c'est d'apprécier s'il faut ou pas organiser un débat public, et si oui, comment, et ensuite de suivre effectivement les différents débats. C'est que lorsque le débat est terminé, la commission, et bien sûr, regarde effectivement comment il s'est passé et quels en sont les enseignements. En soi, c'est un mini-parlement pour cet objet-là seulement. S'il n'y a pas de débat public, parce qu'au vu des critères, on considère effectivement qu'il n'y a pas lieu de faire un débat public, ça arrive très souvent lorsque c'est un très vieux projet. On a déjà tellement parlé que refaire un débat public serait un peu, comment dirais-je, un peu exagéré. La commission peut décider de recommander, c'est dans la loi, une concertation selon les modalités qu'elle propose. Alors, dans ce cas-là, la concertation elle est faite par le maître d'ouvrage. Alors, la concertation, ça prend un peu les mêmes outils. Il y a des réunions publiques, il y a un dossier d'information, mais c'est beaucoup plus léger. Et puis, à la suite de la concertation, le maître d'ouvrage dit qu'il l'a faite. Mais il ne prend pas de décision pour dire comment il va poursuivre son projet. Alors, on s'est aperçu que beaucoup de concertations n'étaient en fait pour le maître d'ouvrage que l'occasion d'avoir une tribune pour mettre en avant son projet et expliquer pourquoi son projet était le meilleur et le plus beau. Donc, par une création jurisprudentielle qui a été reprise après par la loi Grenelle, la Commission a décidé de placer toutes ces concertations recommandées sous l'égide d'un garant. Alors, que fait le garant ? Le garant, il vérifie exactement comme une commission particulière que le public est bien invité à participer, que l'information qu'on lui donne est sincère, complète, les documents lisibles, que le maître d'ouvrage répond aux questions qu'on lui pose et que, comme dans un débat public, il y a un échange en vue d'une élaboration commune, partagée, du projet. Alors, ce système, maintenant que l'on met systématiquement dans un garant, fonctionne très bien. Il a l'avantage d'être nettement moins cher qu'un débat public et donc tout à fait approprié pour les projets en dessous du seuil de saisine obligatoire. Je vous ai dit qu'il y avait un seuil technique et un seuil financier pour l'ensemble des opérations soumises obligatoirement à débat public. Pour ces opérations, deux seuils sont définis. Le premier, je vous ai dit tout à l'heure, 300 millions d'euros obligatoires pour la saisine de la CNDP. Lorsque le projet se trouve à mi-chemin, c'est-à-dire entre 150 et 300 millions d'euros, le maître d'ouvrage est obligé de publier les caractéristiques de ce projet et dans les 2 mois qui suivent, 10 parlementaires, un conseil départemental, un conseil régional, un conseil municipal, une association de protection de l'environnement agréée peut saisir la commission en vue de l'organisation d'un débat public. Alors, tout ceci vient de changer à l'occasion de la publication au journal officiel du 5 août, pendant que vous étiez en vacances, publication de l'ordonnance du 3 août 2016. Donc, on va revenir tout à l'heure sur ce texte qui agrandit encore la présence du public dans un certain nombre de décisions touchant à l'environnement et qui, pour vous qui êtes ingénieur et qui un jour ou l'autre participeront
à la rédaction de texte. Vous allez voir tout à l'heure, parce que je vous en lire des parties, cette merveille de technocratie qu'est ce texte. Là, pour un Français non averti, c'est strictement illisible, sauf le premier article. Bon, on viendra tout à l'heure dessus. Maintenant que nous avons rendu obligatoire la présence d'un garant pour ces concertations qui remplacent un débat public dans certaines circonstances, le garant, bien sûr, à l'issue de la concertation, fait un compte-rendu qui lui aussi est public. Retenez, hein, tout est public. C'est pour ça que ça marche un peu. Alors, tout est public aussi bien à l'occasion des réunions publiques, mais sur le site, à la fois sur le site de la Commission nationale, comme sur le site de la Commission particulière ou le site du garant. Car la discussion, le débat, les questions-réponses se passent aussi bien directement que sur le net. Alors, sur le plan un peu plus théâtral, c'est plus agréable de voir effectivement une réunion publique, parce qu'il y a un contact direct entre celui qui porte le projet et le public, et parfois le porteur de projet est mis à mal. Hein. La confrontation peut être très forte. Bon, c'est pas brutal, hein, mais forte. Et j'ai connu des maîtres d'ouvrage qui, à la suite de réunions, étaient un peu déstabilisés et commençaient à douter eux-mêmes de certains arguments, ce qui est bon signe. Après la loi Grenelle 2, laquelle est de 12 juillet 2010, oui, ça a toujours été, il y a toujours eu des lois, hein. 95, 2002, 2010. Après donc la loi Grenelle de 12 juillet 2010, il y a eu 6 ans sans modification de texte, jusqu'à l'ordonnance du 3 août 2016. Alors, c'est assez curieux d'ailleurs qu'on ait pris le choix de faire une ordonnance pour parler de débat et de participation. En général, un débat à l'Assemblée nationale eût été, me semble-t-il, nécessaire. Là, ce texte a été préparé dans le cadre des travaux présidés par le sénateur Richard, sénateur du Val d'Oise, pour soi-disant, enfin c'était le but, hein, améliorer les conditions de participation du public. Alors, j'essaie de retrouver ce texte qui est difficile à lire, mais qui est quand même intéressant. Hein. Je suis tout gêné. Alors, je m'assois. Ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Bon, le titre est déjà tout un programme. Alors, en soi, cette ordonnance fait suite à un engagement du président de la République à l'occasion de l'ouverture de la conférence environnementale de 2014. Le président demandant au gouvernement d'engager un chantier sur la démocratisation du dialogue environnemental qui s'est traduit par une ordonnance qu'on va voir maintenant. Alors, le premier article
il est super, mais enfin, il ne fait que reprendre tout ce qui a déjà été écrit. Ça, comment dirais-je, c'est un article qui va, dans le Code de l'environnement, chapeauter l'ensemble des autres textes. Actuellement, il y avait 16 articles du Code de l'environnement concernant le débat public. Alors, que dit cet article nouveau? Il dit « La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue d'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique, d'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures, de sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement, d'améliorer et de diversifier l'information environnementale. La participation confère le droit pour le public d'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective, de demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre 1er, de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions. Ça, tout ça, c'est tiré directement de la Convention d'Aarhus. Les procédures de concertation préalables, on verra tout à l'heure dessus, c'est leur nouveau nom, organisées en application du Code de l'urbanisme, respectent les droits mentionnés au 1er, 3e, 4e du présent article. Alors, si l'on continue après la lecture, je vous invite à regarder sur vos tablettes, sur Légifrance. Je prends un article au pif, mais après je vais vous expliquer dedans, parce qu'il y a quand même une très bonne chose dedans. L'intitulé de la section 1 du chapitre 1er est ainsi rédigé, section 1, mission de la Commission nationale du débat public. L'article L121.1 est ainsi modifié. Au début de première année-là, il est ajouté un paragraphe grand 1 et les mots d'opération sont remplacés par les mots de projet, mentionnés à l'article L121.8. Après le premier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé. La Commission est également chargée de veiller au respect de la participation publique pour les plans et programmes de niveau national mentionnés au paragraphe 4 de l'article L121.8. Alors, tout est comme ça. Donc, c'est des petites modifications qui ont été faites, ce qui fait que ça va rendre la lecture un peu difficile. À la suite de la loi Grenelle II, à l'époque j'étais président, donc j'avais été largement associé à la réforme, on avait essayé de faire des textes très concis et lisibles pour tous, les moins techniques possibles. Car la philosophie qu'on avait, ce n'était pas d'enfermer la Commission dans de très nombreuses obligations, mais au contraire, de la laisser la plus libre possible, en lui faisant confiance. C'est, je pense, un des grands drames de notre pays, c'est de trop écrire. Et j'espère qu'on devrait faire moins de lois. Dans ma carrière, j'ai passé 8 ans comme, je mets ça entre guillemets, ministre de l'Intérieur de la Principauté de Monaco. Et à Monaco, si l'on votait 6 lois par an, c'était bien le maximum. Là, actuellement, les lois sont très nombreuses et on commence à les appliquer quand déjà on les réforme. Ce qui fait qu'on ne sait jamais très bien où on en est. L'avantage de l'ordonnance, c'est qu'elle met l'accent sur les plans, les programmes et les politiques, c'est-à-dire sur l'article 7 de la Convention d'Aarhus. Jusqu'ici, et dans la loi de 2002, c'était inscrit ainsi, on parlait d'options générales sans les définir. Mais donc, le ministre de l'Environnement pouvait saisir la Commission d'une demande de débat public sur une option générale. Alors, il y a eu 3 débats sur les options générales, quand même, qui sont bien des, comment dirais-je, des politiques ou des programmes. Le premier débat qui a eu lieu est un débat sur la
politique des transports dans la vallée du Rhône et l'arc languedocien. Faut-il une nouvelle ligne ferroviaire? Faut-il passer partout l'autoroute à 3 voies? Enfin, c'était les questions posées. Hein, enfin, qui étaient... Bon, là, le débat a parfaitement fonctionné parce qu'il était concret. L'autre débat d'option générale était le débat sur la gestion des déchets nucléaires. Ce débat a eu lieu avant le vote de la loi, justement, sur la gestion des déchets nucléaires. Le débat a assez bien fonctionné parce que c'était concret. Bon, il fallait trouver des sites, il fallait savoir ce qu'on faisait des déchets. Avec le grand débat, faut-il les mettre sous terre ou entreposer? Bon, pour l'instant, un choix a été fait, même si quelqu'un les remette en cause. Donc le débat a eu lieu, il a fonctionné et il a éclairé très largement le ministère au moment de la préparation de la loi. Le troisième débat d'option générale a porté sur les nanotechnologies. Pour ces 3 débats, il n'y avait aucune obligation pour le ministère concerné de rendre publique une décision à la suite du débat. Bon, je me suis beaucoup battu pour qu'à la suite du débat sur les nanotechnologies, le ministère fasse part d'une décision. Alors, il y a eu une décision qui a été prise, je crois, 3 ans après ou 2 ans et demi après, donc qui n'est pas très précise, mais qui tient compte d'un certain nombre d'arguments entendus pendant le débat. C'est un débat qui a été, à mon avis, assez réussi, bien qu'il a fait l'objet d'une opposition extrêmement forte. Il y avait à Grenoble un petit groupe qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, qui a un site sur Internet, fait d'anciens ingénieurs du CEA qui s'opposent complètement aux nanotechnologies et qui reprochent au CEA de ne jamais communiquer sur ce qu'il fait. Et on a bien vu pendant le débat, effectivement, que cette opposition était forte, puisque les réunions organisées à Grenoble n'ont pas pu fonctionner, et dans d'autres villes autour de Grenoble non plus. Bon, dans d'autres lieux, on a pu effectivement faire des réunions, mais l'attitude de Pièces et Main-d'œuvre venait effectivement à l'intérieur d'une salle avec des instruments pour faire du bruit et empêcher effectivement tout débat, même toute présentation. Le fait qu'un certain nombre de personnes empêchent un débat de se faire a intéressé la presse. Au début du débat, personne ne parlait des nanotechnologies. Lorsqu'il y a eu une forte opposition, la presse s'y est intéressée. Et bien sûr, il y a eu des articles sur les violences exercées à l'occasion du débat, mais il y a eu des articles de fond sur les nanotechnologies. Donc il y a eu un débat qui a pu avoir lieu dans la presse. Une opposition, il faut espérer qu'elle ne soit pas trop violente, mais une opposition même violente, est une prise de position intéressante dans un débat. On l'a retrouvé dans le débat sur le site d'enfouissement géologique de Bure, à la limite entre la Meuse et la Haute-Marne, puisque là aussi, le débat n'a pas pu avoir lieu. Certains habitants de Bure s'y étant relativement violemment opposés. Dans les 2 cas, une grande partie du débat s'est passé sur Internet, faute de pouvoir se passer effectivement dans une salle de réunion publique. Sur Internet, le débat n'est pas de même nature, parce que on ne sait pas très bien qui intervient souvent, on ne sait pas très bien d'où viennent les gens qui interviennent. Donc il y a beaucoup de questions-réponses ou de prises de position, mais elles ne sont pas aussi publiquement affichées qu'elles le sont dans une salle.
Dans une salle, il faut avoir le courage de parler. Et plusieurs fois, à l'occasion d'une préparation d'une réunion, en rencontrant certains acteurs, on s'est vu qu'il y avait des gens qui voulaient dire des choses, mais qui n'osaient pas dire. Et on a fait plusieurs fois une formation accélérée, 2-3 heures avant la réunion, pour convaincre la personne de parler, lui expliquant qu'il fallait qu'elle parle lentement, très clairement, ne jamais lever la voix, et que tout le monde allait les écouter. Ils étaient absolument ravis de s'exprimer après. Mais pour leur donner confiance, on avait organisé des séances de formation à la prise de parole en public. Alors, il est vrai qu'un des grands défauts des réunions publiques, c'est qu'elles donnent la tribune à des gens qui viennent parce qu'ils sont membres d'associations, qu'ils ont une prise de position très claire, très nette, et qu'ils entendent la défendre, coupant un peu la parole aux autres. Donc c'est tout le rôle du président de la commission particulière du débat public de sentir la salle et de faire en sorte que la parole soit donnée à d'autres que les professionnels de la parole. Les débats publics répondent à 3 principes. Le premier, c'est celui de la transparence. L'information doit être la plus complète possible, la plus sincère, la plus lisible. Le deuxième principe, qui est parfois mal compris des élus ou mal accepté des élus, est celui de l'équivalence. Chacun a le droit de parler. Et nous sommes tous égaux devant le débat public. Alors là, c'est parfois difficile pour le président qui préside les débats de couper la parole aux élus pour pouvoir la donner au public. Et c'est nécessaire. Donc c'est rappelé à chaque fois au début de réunion. Et le troisième principe, c'est le principe de l'argumentation. Ne seront retenus à l'issue du débat et repris dans le bilan comme dans le compte-rendu que les arguments. Un débat, c'est argument contre argument. Ce n'est ni un sondage, ni un référendum. Car le but du débat public, c'est d'éclairer celui qui prendra une décision. Il y a la décision publique lorsqu'elle autorisera, mais il y a aussi la décision du maître d'ouvrage. Dans la loi de 2002, mais ça disparaît dans l'ordonnance, la Commission pouvait dire qu'elle organisait elle-même le débat public ou elle en confiait la charge au maître d'ouvrage. Alors c'était rarement fait. Ça a été fait pour des projets plus petits. Par exemple, la Commission l'avait décidé de confier à Euro Disney le débat sur l'extension du site d'Euro Disney avec les villages nature. Je ne le regrette pas, parce que ça a conduit une révolution chez Disney. Les Américains sont venus se demander dans quel pays ils étaient, pourquoi on les obligeait à faire un débat. Enfin, ils étaient extrêmement surpris. Le débat s'est remarquablement passé. Bon, bien sûr, la Commission a aidé Euro Disney à l'organiser, à le faire et faire en sorte que les choses se passent bien. Mais ça a complètement transformé la façon de voir le rapport aux habitants voisins de la direction d'Euro Disney. En plus, à l'occasion du débat, bien sûr, les portes d'Euro Disney ont été ouvertes à tous les habitants autour. Hein. Et comme par hasard, des emplois trouvés immédiatement pour les habitants, mais il n'y avait pas de rapport direct entre cette entreprise assez extraordinaire et ses voisins. Le débat public a pu le faire.
Et d'ailleurs, dans la foulée, parce que ça allait très vite, dans la foulée, l'enquête publique s'est relativement bien passée. Les gens avaient bien compris, l'information avait bien circulé, et le débat avait eu lieu. Alors cette possibilité de confier donc, le débat public à une entreprise disparaît avec l'ordonnance du 3 août 2016. À titre personnel, je le regrette parce que c'est significatif. Je crois que dans une société moderne, elle fonctionne que si on se fait confiance. Là, ça veut signifier effectivement que la Commission nationale du débat public voulait avoir le monopole de l'organisation. Les monopoles, c'est pas bon. Et je regrette effectivement que cette possibilité n'existe plus. En France, il y a une commission qui régule, mais la concertation en elle-même, ça devrait être naturel. Il faut arriver à créer, comment dirais-je, un état d'esprit qui fait qu'un porteur de projet, naturellement, concerte sur les conséquences de son projet avec la population concernée. Hélas, on a un certain nombre d'obligations qui fait que c'est obligatoire, avec un organisme qui l'organise, et ça, c'est très français. Plus on monte vers le nord, plus il y a de concertation, moins elle est organisée, elle est naturelle. Bon. L'avantage de l'ordonnance du 3 août, c'est quand même d'organiser le débat sur les plans, programmes et politiques ayant une incidence sur l'environnement. Alors, dans la loi Grenelle, ça existait déjà, parce que la loi Grenelle avait défini les options générales comme portant notamment sur les plans, les programmes et les politiques ayant une incidence sur l'environnement. Là, l'avantage de l'ordonnance, c'est qu'elle précise quels sont les plans et les programmes concernés. Alors, grosso modo, oui, je réponds après. Grosso modo, il s'agit des plans et des programmes nationaux soumis à l'évaluation environnementale. Alors, c'est un peu spécifié dans l'ordonnance, mais ce texte répond à l'article 7 de la Convention d'Aarhus, qui jusqu'ici avait été traité très légèrement. Alors. Pardon ? Simplement pour préciser que l'ordonnance a comment même été prise suite à l'attaque de France Nature Environnement sur le décret de 2012 relatif à l'évaluation du plan et programme, et le fait d'utiliser une ordonnance via la loi Macron et la rapidité de sa rédaction était aussi liée au risque que faisait courir l'attaque de la FNE sur le décret de 2012, qui pouvait entraîner en fait l'annulation de toutes les évaluations des plans pris depuis 2012. Je pense qu'il est important de préciser, voilà, que ça s'est peut-être fait rapidement par un procédé qui est très démocratique, mais il y avait aussi une urgence et à ma connaissance, le but était aussi pour le ministère de sécuriser tous les plans et programmes et leur évaluation environnementale. Vous avez probablement raison. Pour le ministère, c'est pas facile depuis que la charte de l'environnement est à valeur constitutionnelle, parce que maintenant, effectivement, le droit d'information et le droit de participation sont deux principes de droit qui ont une valeur constitutionnelle. Et dans la dans la charte de l'environnement, j'essaie de vous rappeler. La charte de l'environnement,
loi du 1er mars 2005. Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, donc c'est la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Donc dès qu'on touche aujourd'hui au droit d'information ou de participation, ça ne peut se faire que par la loi. Il y a eu un certain nombre de textes, d'ailleurs, qui avaient été annulés par le Conseil d'État. Et à la suite de cette annulation, le ministère avait poussé la roue et fait voter la loi du 27 décembre 2012 relative à une expérimentation relative à la participation du public lors de l'élaboration d'actes réglementaires, puisque la justice administrative avait annulé tous les arrêtés et décrets parce qu'ils n'étaient pas passés à, comment dirais-je, ils n'avaient pas été concertés. Alors il y a eu une concertation qui a été, par cette loi de 2012, mise en place sous forme entièrement électronique. Et la loi prévoyait que la Commission nationale du débat public nommait quelqu'un chargé d'en faire la synthèse et de vérifier que tout fonctionne bien. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué pour le ministère de l'Environnement de réglementer. Bon, légiférer, pas de problème. Mais à partir du moment où toutes les obligations concernant la participation et l'information en matière d'environnement doivent être définies par la loi, bon, en soi, c'est un bon principe, mais c'est effectivement extrêmement contraignant. Alors maintenant, grâce à l'ordonnance, tout ce qui est plan, programme et politique, c'est la loi, et il est clairement dit effectivement qu'il donne matière à débat public. Monsieur, oui. Alors, attendez, là, je me suis un peu trop de l'ordonnance. Dans l'ordonnance, je crois que ça vise les plans programmes nationaux. Attendez. J'essaye de retrouver. Parce que sinon, c'est sans fin. Mais par contre, moi, si j'étais, comment dirais-je, le maire d'un endroit avec un plan ou un programme, par conviction, j'organiserais une concertation. Parce que c'est pas, comment dirais-je, le débat public n'est qu'une modalité de concertation, d'information du public et de faire participer le public. Ce n'est qu'une modalité, il y en a d'autres, il y a toutes les concertations qu'on veut. Et des concertations d'ailleurs qui sont organisées déjà par le Code de l'urbanisme, de nombreuses. Mais on aura vraiment gagné la partie le jour où ça semblera, comme je vous disais tout à l'heure, naturel. C'est naturel de concerter. Aujourd'hui, on ne décide plus tout seul. Ça ne marche plus. Je trouve, dans ce que vous nous avez présenté, le grand avantage de la commission nationale, c'est un débat par une personne extérieure, c'est pas mené par le maître d'ouvrage. Oui. Parce que si c'est le maire qui mène la concertation sur son PLU, c'est pour ça. Il y a un parti Oui. C'est pour ça que nous avons inventé, c'est repris en ordonnance maintenant, les concertations décidées par la Commission nationale du débat public, elles ont fatalement un garant. Et moi, j'ai dit publiquement, j'avais dit devant l'Assemblée générale des maires, que je ne croyais pas aux concertations faites par eux, sans garant. Le garant, il a plusieurs rôles. D'abord, il vérifie que c'est sincère, qu'on a accès à toute l'information. Et pour savoir, il suffit de poser des questions. Si on ne vous répond pas, c'est qu'il y a quelque chose. Il sert d'intermédiaire entre le public et l'autorité qui conduit à la concertation. Et parfois d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois, le maître d'ouvrage ou le maire demande au garant d'animer le débat.
Il y a toutes les solutions. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre. Système. Alors c'est vrai des commissions particulières ou de la Commission nationale du débat public, mais c'est aussi vrai pour les concertations. Parce que sinon, enfin, on a connu ça, hein, c'est regardez comme mon projet est beau, c'est plus beau. D'ailleurs, il est déjà entièrement décidé, il commence dans 3 mois. Enfin bon. Maintenant, c'est plus difficile. Alors, j'essaye de vérifier là pour. Voilà. S'agissant des plans et programmes, l'ordonnance prévoit que la Commission est saisie des plans et programmes de niveau national, faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du Code de l'environnement. L'article sur les options générales. Moi, j'aimais beaucoup ce mot parce qu'en fait, ça couvre tout. Bien sûr, a disparu, est supprimé et remplacé par un article concernant les projets de réforme d'une politique publique. Lorsque le gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission en vue de l'organisation du débat. Bon, c'est plus précis. Hein. Mais faire un débat comme on a fait sur les nanotechnologies, ce n'est pas une politique publique, les nanotechnologies. Ça va changer notre mode de vie. Et ce n'est pas encore une politique publique. D'ailleurs, on a bien vu en politique de la recherche qu'entre le CEA et le CNRS, il y avait des grandes différences. Plus on définit, plus on restreint les champs. Hein. Alors, l'ordonnance du 3 août 2016 apporte une nouveauté, c'est-à-dire qu'elle donne un droit de saisine plus ouvert. Par exemple, s'agissant des débats, d'un débat sur un projet de réforme d'une politique publique, il est prévu que la Commission peut être également saisie par 60 députés ou 60 sénateurs ou 500 000 ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France en vue de l'organisation d'un tel débat. Par ailleurs, il est prévu, vous savez, entre les deux seuils, c'est-à-dire en gros entre 150 millions et 300 millions, l'ordonnance prévoit aussi la possibilité au public de saisir directement la Commission pour demander un débat public, alors que jusqu'ici, avec les associations ou un certain nombre d'élus. Il est possible désormais, enfin avec l'ordonnance, à 10 000 ressortissants majeurs de l'Union européenne de saisir directement la Commission de son projet. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Hein. La grande nouveauté, d'un côté 10 000, de l'autre côté 500 000. 500 000, c'est pour les politiques publiques. 10 000, c'est pour un projet entre 150 et 300 millions d'euros, pour simplifier. C'est une nouveauté. Jusqu'ici, ça n'existait pas. Hein, et donc, dans le sens démocratique, c'est un bon point. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça se fera, parce que maintenant, on reçoit en permanence sur son iPhone, sur son iPad, des demandes de signature de pétitions. Il y a des pétitions pour tout aujourd'hui. Alors, je ne sais pas de quelle forme ça fera. Hein. Les décrets d'application sont en cours de rédaction. Hein. Et puis après, comme c'est une ordonnance, c'est soumis après au vote du Parlement, je ne sais pas quand. Et je ne sais pas sous quelle forme, effectivement, l'ordonnance sera habilitée.
Donc vous avez vu que depuis Rio, les choses ont beaucoup avancé et qu'aujourd'hui, cette participation du public, non seulement est un droit à valeur constitutionnelle, mais la participation du public est organisée matériellement, si je puis dire. Alors, les questions qui se posent et qui demeurent, le public participe-t-il? Hélas, trop peu ou trop tard. Le débat public intervient largement en amont, puisqu'il intervient au moment des études préliminaires. Alors qu'à l'enquête publique, je vous rappelle, le dossier est entièrement ficelé. Et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne un avis favorable, défavorable ou favorable sous réserve. Donc, quand il donne un avis favorable sous réserve, le projet va se faire si on arrive à lever 2 ou 3 réserves. Quand il donne un avis défavorable, c'est difficile d'aller plus loin. Un peu, c'est plus difficile. Parce que le projet est ficelé. Là, le projet est au début, étude préliminaire. Le maître d'ouvrage va entendre pendant le débat un certain nombre d'arguments. Donc normalement, il va en tenir compte. Et nouveauté de la loi de 2010, Grenelle de l'environnement, pendant toute la phase qui suit le débat public jusqu'à l'enquête publique, la concertation continue sous l'égide d'un garant. Donc il y a toujours contact entre le public et le maître d'ouvrage avec un garant, avec une personne neutre qui s'assure effectivement que ça fonctionne. Alors ça, c'est une nouveauté qui se met en place peu à peu, puisque ça oblige le maître d'ouvrage, au fur et à mesure qu'il précise son projet, à tenir le public au courant. Alors, je prends un exemple. Actuellement, la SNCF, c'était RFF, je ne sais plus qui c'est, pour la ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon, celle qui doit, normalement, la ligne qui doit doubler la ligne actuelle Paris-Lyon, et qui est pour l'horizon 2025-2030. Cette loi, enfin cette ligne, ce projet a été soumis à débat public. Et dans le débat public, il y avait quatre faisceaux. Un faisceau très à l'ouest, un faisceau très à l'est, et puis 2 faisceaux médians. À la suite du débat, RFF à l'époque avait indiqué qu'il s'intéressait à poursuivre le projet sur les faisceaux médians. Mais les faisceaux, c'est large. Et actuellement, la concertation a lieu. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réunions qui ont lieu avec un garant sur place pour commencer à définir les postes de passage. Par exemple, savoir si on passe à l'ouest ou à l'est d'Orléans. Tout ceci se définit peu à peu actuellement sous une mode de concertation. Et pendant le débat, RFF avait dit comment il comptait organiser la concertation ensuite. Car ça, j'ai obligé de vous le dire, effectivement, mais ça, c'est dans le Grenelle de l'environnement. Le maître d'ouvrage est obligé d'organiser la concertation avec un garant que lui met entre les pattes la Commission nationale du débat public. Mais il doit dire comment il l'organise, car désormais, la concertation après débat fait partie du débat. C'est-à-dire que le débat porte d'abord sur l'opportunité du projet. Et c'est normal. De temps en temps, il y a des projets qu'on aurait dû arrêter avant. Sur ses caractéristiques et sur ses impacts,
ainsi que sur les modalités de la concertation après la clôture du débat jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. J'ai appelé ça en son temps, parce que j'aime beaucoup la musique, une suite concertante. Et je crois qu'aujourd'hui, le public a la possibilité de participer s'il se déplace. Ou s'il envoie un certain nombre de, comment dirais-je, de positions sur Internet. Alors, sur les politiques, les plans et les programmes, eh bien, on verra, dès qu'un débat aura été organisé sur le sujet, comment il se déroule. Mais pour l'expérience que j'ai, les débats les plus faciles, c'est les débats sur les projets d'équipement les plus courts. Déjà, la convention d'Aarhus, et c'est repris dans l'ordonnance, le débat public ou la concertation doivent avoir lieu quand toutes les solutions sont encore possibles. C'est-à-dire lorsque la décision n'est pas vraiment prise. Alors, est-ce le cas? Nous, la Commission, on avait été saisis du projet de l'OPR de Penly 2, qui avait fait l'objet d'une décision à l'Élysée. Donc, difficile de parler après d'opportunités et de solutions différentes, puisque la décision était quasiment déjà prise. Alors qu'à l'occasion du débat sur Flamanville, EDF s'était engagé, et à mon avis avec raison, à ne pas faire un nouveau projet EPR tant que le premier EPR ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, vous connaissez la situation. Bon, par raison, Penly, pour l'instant, plus personne n'en parle. Là aussi, à partir du moment où, dans le débat public, on s'engage. Dès qu'on a commencé le débat sur Penly 2, la première chose qu'a dit le public, bon, là-dessus, il y a des associations contre le nucléaire qui sont assez puissantes, c'était de rappeler EDF à son engagement. Alors EDF s'est appliqué sur le fait qu'il avait reçu l'ordre. Enfin, bon. Le débat sur Flamanville est aussi un débat intéressant, car c'est un débat qui a eu lieu après le 9/11, après l'accident des 2 tours jumelles de New York. Le public a demandé, mais est-ce qu'on est sûr que la centrale est effectivement conçue pour résister à un choc d'aéronef? La réponse a été confidentielle défense nationale. Eh bien, finalement, la Commission nationale du débat public a obtenu, il faut le répéter, grâce à une décision du président de la République, à ce qu'une délégation du public puisse aller voir sur place ce qui était prévu et comment les calculs avaient été faits. Et je sais qu'à la suite de cette intervention, car ça a été dit au début du débat public sur Penly, que la toiture a été très fortement renforcée. Donc vous voyez que le débat public, quand il est public, fonctionne. Et il est très difficile, dans le cas d'un débat public, d'opposer un argument, non, défense nationale. Difficile.